3-0 en 2024 pour Carlos Alcaraz, 3h21 d'un combat épique en finale de Pékin, résolu au prix d'un tie-break insensé. Si Jannik Sinner est le meilleur joueur de la saison, Carlos Alcaraz a rappelé qu'il est bel et bien le meilleur joueur des deux. Quelle finale à Pékin on a vécu, du coup analyse triple XL de ce qui est certainement l'un des meilleurs matchs de la saison, au moins en 2 sets gagnants. On s'est régalé, c'était une boucherie cette rencontre. On va du coup regarder quelques palettes essentielles pour bien comprendre ce qui s'est passé, pour celles et ceux qui travaillaient ou qui étudiaient à ce moment-là. Donc n'hésite pas à claquer ton meilleur pouce pour soutenir la vidéo. Il y a également une fac qui a été publiée, je mets le lien juste ici, il y a quelques jours pour en apprendre plus sur service volé. Et on attaque juste après ça. Allez, on attaque l'analyse de ce blockbuster entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, les deux meilleurs joueurs du monde actuellement, et ça s'est vu, franchement, ça s'est vu sur cette finale de Pékin. On attaque avec la première palette qui est la prise de temps. La prise de contrôle. Sinner, c'est un gars qui impose son tempo, qui joue très long, qui t'empêche de rentrer dans le court, et ça, Alcaraz, il le savait avant le début de la partie, et on a très vite senti que l'objectif, c'était d'empêcher ça, de venir couper les trajectoires. Alors c'est très difficile à faire sur un joueur comme Sinner, bien sûr, qui trouve systématiquement de la longueur. Dès que Alcaraz réussissait à créer le décalage ou à repousser Sinner dans la profondeur, ici vous le voyez, on a un Italien qui est à 2-3 mètres de la ligne de fond, et bien Alcaraz venait faire le pas d'ajustement, 50 cm à l'intérieur, et on vient anticiper, on vient couper la trajectoire, ce qui a fait aussi qu'il y a eu pas mal de scories globalement dans cette partie. Sinner est à 46 fautes directes, il est sur un ratio de -15 entre les fautes directes et les coups gagnants. Alcaraz, lui, est à 59 fautes directes avec un ratio de -4. Sur ce début de match, Alcaraz impose son rythme, impose son tempo. C'est très difficile pour Sinner d'exister, mais il va rappeler à quel point c'est un joueur qui est éblouissant sur les points importants. La défense magnifique, tentaculaire pour aller glisser un passing extrêmement difficile, paf, avec le travail de la main gauche sur ce revers, donc un passing dans les pieds de Carlitos. Alors un point technique important également pour vous, c'est le matériel moderne plus précisément que Jannik Sinner utilise. C'est pas le seul bien sûr à utiliser ça, mais vous le voyez ici par exemple, on va avoir une balle qui n'est pas du tout centrée, elle est quasiment même en train de toucher le cadre, mais ça va pas empêcher la frappe d'être supersonique pour Sinner, parce que d'abord on a l'appui de la main gauche qui vient stabiliser ce revers, c'est super important, mais aussi on a des raquettes qui sont beaucoup plus tolérantes désormais, on n'a plus le sweet spot digne d'une pièce de 2 €, et donc ça autorise désormais les joueurs à frapper comme des ânes H24, il n'y a pas de problème, même si tu décentres. On entend d'ailleurs souvent la balle de Sinner faire ploc, plic, eh bien ça reste dans le court. Une stratégie pour Alcaraz ici, alors que Sinner va s'octroyer une petite balle de Brecos, ça va être le service au corps, El Famoso. Alors ça c'est vraiment au niveau tactique, stratégique, un axe que Alcaraz utilise beaucoup sur les points importants, et notamment sur les balles de break. Carlitos, qui va être le premier joueur à breaker lors du 4e jeu de la première manche, avec une autre stratégie. Alors quand il réussit pas à prendre le contrôle immédiatement, ce qui était impératif pour lui, c'était de contrer le +1 de Sinner, c'était absolument de ne pas rester dans les bâches, parce que Sinner l'aurait enfoncé H24 et il aurait perdu la rencontre. Alors ici notamment, on a eu un contre en diagonale coup droit, ça peut nous rappeler à certains égards le coup de Novak Djokovic, j'en parle très souvent sur la chaîne à partir de l'Open d'Australie 2023, on a beaucoup vu ce coup. Carlitos monstruoso sur le début du match, on dirait une Twingo en 3e à 115 km/h sur la voie express. Là on est sur un service, une deuxième balle pour Sinner, on avance, retour volé, on vient vraiment asphyxier Sinner qui n'arrive pas du tout à déployer son jeu, le pauvre, au début. Donc c'est un cavalier seul, plus ou moins, Alcaraz qui sert pour le gain de la première manche, et là on va avoir un moment pivot très important de la partie, Sinner qui va lâcher les missiles sol-sol, qui va envoyer la purée, les petites merguez avec un soupçon de moutarde, 3 coups droits consécutifs fabuleux au retour, à l'échange, et ça c'est dû également au fait qu'Alcaraz va jouer un tout petit peu plus court, il va être un tout petit peu plus attentiste sur ce jeu important, il va gratter par exemple un coup au milieu du court, et ça c'est impossible face à Jannik Sinner, et ça nous montre aussi à quel point Sinner est un matcheur formidable, mais également qu'il a un niveau moyen, un niveau stable sensationnel. Pour Alcaraz, c'était impossible de descendre sous son niveau max, sous peine de se faire punir. On se retrouve dans le tie-break de la première manche, 3 balles de 7 pour Carlos Alcaraz, alors une avant le tie-break et 2 pendant, mais regardez-moi ce retour Djokovicien, énorme, première balle pourtant de Carlos Alcaraz, mais pas forcément une zone immense, et là il te sort un retour mais télescopique, le frérot, le Yannick, incroyable. Ça montre aussi à quel point Alcaraz n'a pas été très tranchant, lui de son côté sur les balles de break, il est à 1/5 lors de la première manche,
et 3 sur 15 au total. Donc forcément, face à un monstre à sang-froid comme Yannick Sinner, tu vas le payer cher, et tu vas payer également ce +1 où on sent qu'il force. On sent que mentalement, Sinner, là, avec les retours, avec sa résistance, ça commence à l'épuiser. Alcaraz qui donne ici et qui perd le premier set. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce match, c'est que on avait donc le tennis créatif. Ici, par exemple, fin d'amorti, on vient rallonger. On termine ensuite au filet, on a surpris Yannick Sinner, ça c'est du Federer, c'est du Kyrgios, c'est du Hugo Gaston. Donc un tennis purement créatif face à un tennis beaucoup plus pragmatique et cadencé qu'est celui de Yannick Sinner, mais pourtant les deux tennis avaient la même envie, la même vision, c'est-à-dire priver de temps son adversaire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant dans cette partie. On avance, on se retrouve désormais dans le cœur du combat, dans le cœur de la matrice. Nous sommes dans le 8e jeu de la deuxième manche et tout va se jouer ici, ou presque. Ça a vraiment été un moment fondamental avec un Alcaraz qui va réussir à survivre 2 balles de break contre lui. Ici, un énorme service gagnant externe, pas piqué des Hamiltons. Ce qui va également faire la différence dans ce match, c'est à quel point Alcaraz va bien identifier les balles à attaquer et va aller au filet à bon escient. Il est au total sur la partie à 25 sur 34, c'est un ratio qui est magnifique face à un joueur comme Yannick Sinner, qui est un joueur en cadence, une longueur épouvantable sur laquelle tu ne peux quasiment jamais t'appuyer, tu peux pas avancer dans le court. Logiquement, si t'as pas la puissance de feu d'un croiseur qui est celle de Carlitos. Sinner de son côté qui est à 13 sur 26 au filet. Ça on le sait de toute façon, vous tombez pas des nues, Yannick Sinner il a moins de mimine que Carlos Alcaraz. Le Papounet d'ailleurs était en train de se taper la meilleure barre, alors lui il kiffe son fiston est au bord du gouffre, mais lui bah, il prend du plaisir. Alcaraz qui va réussir à tenir ce jeu sur un fil, parce qu'ensuite c'était service à suivre pour le gain du titre pour Yannick Sinner, et justement à 4 partout, eh bien la pépite italienne qui va craquer. Alors moins d'application sur les jambes, je pense que mentalement la petite drop aussi de concentration avec pas mal de décentrage, et au total 4 fautes directes pour donner ce break. Sur ce début de 3e set, on sent que Carlitos est en maîtrise, avec notamment ce coup droit de feu qui fait claquer les gencives de Yannick Sinner, qui va se prendre obus sur obus. C'est très difficile de défendre dans ces conditions. On a vu d'ailleurs franchement que Sinner a passé l'essentiel de sa partie à subir, à être en réaction. Et c'est Carlos Alcaraz qui déterminait les points, qui faisait les fautes, les coups gagnants. Et alors que Sinner est au bord du gouffre, alors que nous sommes à 3-1, 15-40 sur son service, là tu te dis franchement, il va lâcher prise, ça va faire 6-2, 6-3 dans la 3e manche. Emballer, c'est peser. Eh bien pas du tout, ce gars c'est un matcheur énorme, il ne sait plus perdre, il est monstrueux vraiment sur les points importants. Quand il est dos au mur, il va réussir à trouver des gros services ici, service externe, il va survivre, il va recoller. Et en fait, mentalement, il impose une cadence, il impose une pression qui est quasiment impossible à soutenir. Quasiment personne n'arrive à soutenir le tennis de Yannick Sinner en 2024, sauf Carlos Alcaraz justement qui mène à 3 victoires à 0. Là on va avoir 3 grosses fautes directes, également un magnifique contre de la part de Sinner, et c'est le débrécos. La fin de la rencontre, c'est plus vraiment du tennis, c'est de la boxe, c'est du Mohamed Ali versus Joe Frazier, 3e combat, Thrilla in Manila, si je peux me permettre, avec 2 joueurs qui se rendent coup pour coup, qui sont au bord du précipice, tous les deux, surtout Alcaraz qui sert après Yannick Sinner. Ici par exemple, on est à 30, il va prendre tous les risques sur ce revers de zinzin de l'espace. Ce combat titanesque ne pouvait se conclure qu'au tie-break de la 3e manche. Sinner qui arrive à ce moment-là avec, sur les 19 derniers tie-breaks joués, 18 remportés. Donc tu te dis, ça risque d'être un poil compliqué pour Carlitos, et justement, dès le début de ce tie-break, Sinner qui va être implacable, qui va réussir à trouver une délicieuse amortie de rupture, qu'il n'a pas forcément beaucoup utilisé d'ailleurs sur l'ensemble de la partie, parce qu'il n'était pas à l'intérieur du court. Là on va avoir un retour, mais exceptionnel pour mener 3-0. Sinner qui va d'ailleurs faire exploser la chaussure d'Alcaraz sur son amorti lors du 2e point, et on arrive au point de mutant de ce match, un point énormissime. Vraiment, les deux joueurs vont passer successivement d'une position défensive à une position offensive, et ça va se jouer un petit peu, je trouve, comme l'ensemble du match sur l'agressivité de 1 d'Alcaraz, plus hargneux et capable un petit peu plus d'aller terminer les points au filet. Ici, il va distiller une magnifique petite volée courte que Sinner va réussir à intercepter, et ça va être ensuite une volée croisée exceptionnelle d'Alcaraz, un point de fou. Et dans ce genre de match, quand tu affrontes ce type de joueur qu'est Yannick Sinner, qui la tête a fondu là de Sinner sur la capture d'écran, mais tu peux pas être passif, tu peux pas attendre. Tu peux pas te dire, Sinner va me donner le match, il va faire la faute. Non, c'est impossible. C'est le numéro 1 mondial, c'est le meilleur joueur de la saison. C'est impossible. Il faut aller capturer son destin, il faut être plus entreprenant, et c'est ce qu'a réalisé Alcaraz. Ici, par exemple, une volée dans la zone morte. C'est son +1.
Là, si tu prends des cours de tennis, on te dit pas de faire des volets dans cette position-là. Et pourtant, ça va être l'idée globale d'avancer encore et encore, inlassablement, et de continuer à prendre des risques, de continuer à arroser ses frites de mayonnaise, comme il a pu le faire ici, avec cette accélération décroisée gigantesque, avec un petit claquage de câble, un petit claquage de ligne également, mais voilà, c'est le plus téméraire qui a remporté la partie. Un match et un tie-break qui résument du coup tout le paradoxe du circuit actuellement. Jannik Sinner est incontestablement le meilleur joueur du monde, mais le meilleur joueur des deux, eh bien c'est toujours Carlos Alcaraz. Et on se termine avec le coin prono, c'est l'avant-dernier Masters 1000 de la saison à Shanghai qui a d'ores et déjà commencé. C'est un peu particulier quand même, hein. Finale de Pékin le mercredi, on commence déjà Shanghai, on n'arrive plus vraiment à s'y retrouver, mais bref. Vous avez donc ce coin prono, je vais vous donner quelques petits délices sponsorisés par les Winamis de Winamax qui sont avec moi sur l'ensemble de la saison 2024. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportif de la Leyenda, offre exclusivamente réservé aux adultes consentants 18 ans et plus, pariez exclusivement, j'insiste, des sommes que vous pouvez perdre, c'est très important. Mon premier petit feeling concerne le match entre Giovanni Pechiperenka et Stan Wawrinka. Alors c'est deux joueurs qui sont pas très en forme, loin de là. Stan Wawrinka qui a remporté simplement 6 matchs cette saison sur le circuit, donc il est vraiment sur la jante. On est à Shanghai, on est sur des conditions qui sont globalement rapides. Historiquement, c'est un des cours les plus rapides de la saison à Shanghai, qui devrait, je pense, prendre plutôt bien le service de Gio qui est coté à 1,70 ici. Dans un cadre assez similaire, j'ai envie de croire en Zhang Zizen face à Zizou. Ça fait beaucoup de Z, ça fait beaucoup de Zizi, ça fait beaucoup de Zigounette. Pas sûr de celle-là. Dans tous les cas, on se retrouve rapidement, mon très cher Code, pour traiter de ce Masters 1000 de Shanghai. N'hésite pas également, du coup, à aller consulter la petite fac 40 000K que je t'ai concoctée il y a quelques jours. Et je te dis à très vite. Bisous, donne-moi ton avis sur cette finale de Pékin.